Mais De Gaulle a rétabli les principes qui ont permis à nos élites de se rallier au mondialisme plus tard, c'est-à-dire l'idéologie des Lumières. Si on avait fait des institutions qui reposent sur le christianisme, je ne vous fais pas un dessin, mais le mondialisme n'avait aucune chance de prospérer en France. Je renvoie les gens aux conférences d'un certain Pierre Hillard. Bon. De Gaulle a rétabli des principes mauvais, et notre société aujourd'hui est ce qu'elle est, parce qu'elle repose sur des principes mauvais. Et on juge un arbre à ses fruits. Donc les mauvais fruits que j'ai cités tout à l'heure, ils ne tombent pas du ciel. Ils viennent du fait que nos principes sont mauvais. Mais je vais te dire une chose, de toute façon, je sais qu'à terme, ces principes disparaîtront, parce que ou ils disparaissent, ou la France disparaît. Et si la France disparaît, y compris à ceux qui haïssent la France, je vous le dis, vous allez en sentir les conséquences, à mon avis, assez rudement. Et donc l'instinct de survie empêchera la désintégration finale. Mais De Gaulle a fait perdre un siècle à la France de ce point de vue-là. Et alors, il y a un autre aspect, on avait dit qu'on aborderait aussi, c'est la fameuse milice. Alors la milice, très important. Parce qu'on en a parlé aussi souvent, la milice, vous n'en avez pas parlé. Alors ça, sujet noir normalement, mais toi tu dis que... Si, non, la milice, sujet noir. Non, la milice c'est un sujet noir. Ah. C'est un sujet noir, mais il faut la remettre dans le contexte. Il ne faut pas raconter tout n'importe quoi. Et je précise que la milice a fait beaucoup moins de morts qu'en a fait l'épuration. D'ailleurs, M. Paxton nous dit que l'épuration a fait 4500 morts, mais quel guignol. Mais quel guignol. Déjà, même les historiens officiels aujourd'hui du système nous disent qu'elle en a fait 10 000, en nous parlant de l'épuration en termes d'exécution sommaire, hein, pas l'épuration légale. Donc Paxton nous dit 4500, en vérité, l'épuration a fait entre 40 000 et 100 000 morts. Monsieur Robert Aron, dans son histoire de l'épuration, où est-ce qu'on l'a mis là, voilà. Monsieur Robert Aron nous dit 40 000. Dominique Vénère, histoire critique de la résistance, nous dit 40 000 aussi. Henri Amouroux aussi. Le Petit Mour nous dit 100 000. Et il y a d'autres références qui nous disent 100 000. À mon avis, on est plus proche du 100 000. Ça a été absolument un carnage et une monstruosité totale, l'épuration. Peut-être que tout à l'heure, je lirai une petite anecdote assez significative à cet égard. Parce que la gauche, je tiens à le dire, hein, tous les massacres contemporains de l'histoire de France sont du fait de la gauche. Génocide vendéen. Massacre des ouvriers en 1848, c'est la gauche. C'est le général Cavaignac. Massacre de la Commune, c'est la gauche, de M. Thiers. En 1934, c'est Daladier qui tire sur la foule. Et l'épuration, elle est faite par les communistes. Et pour cause, l'anti-France cherche à faire la peau à la France. Bref, arrivons à la milice. D'où sort la milice ? Laval est convoqué par Hitler le 19 décembre 1942. Nous sommes un mois après le débarquement. Et donc Hitler craint des troubles intérieurs en France. Et donc Hitler dit à Laval, ou vous me mettez une force auxiliaire à la police pour maintenir l'ordre, ou on envoie beaucoup plus de SS et de police allemande. Voilà. Donc la milice, à nouveau, a été faite dans une logique de court-circuitage. Bon. Ça n'a pas beaucoup court-circuité, il ne faut pas se mentir. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la milice, alors après, d'où elle vient humainement parlant, Pétain avait créé la Légion française des combattants, qui était d'un organisme, je le dis, patriotique, et le résistant Loustano Laco en atteste. Mais au sein de cette institution, il y a des brebis galeuses. Et il y a un service d'ordre qui va naître, le SOL, le service d'ordre de la Légion, à la tête de laquelle se trouve Darnan, qui est un héros des deux guerres. Bernanos avait une phrase, il disait que s'il y avait eu plus de Darnan en 40, il y aurait eu moins de miliciens en 44. Donc Darnan va arriver à la tête de cette milice va être créée par une loi du 1er janvier 43. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute l'année 43, la milice ne va pas avoir d'armes. Elle ne va pas avoir d'armes. Donc la milice qui est censée assister la police, elle ne va pas avoir d'armes. Et pourtant, certains de ses membres vont se faire assassiner pendant toute l'année par les communistes. Parce qu'il y avait une résistance qui, entre guillemets, faisait les choses sérieusement et qui préparait qui avait une action de contre-propagande et une action militaire qui est incritiquable, bien entendu. Notamment la fameuse ORA. Mais le problème, c'est que les communistes,
le but de la résistance communiste était avant toute chose de détruire l'ordre légal. Et donc les communistes foutaient le bordel par des actes de terrorisme et de brigandage. Destruction de récoltes, assassinats gratuits, etc. Par exemple, les communistes à un moment avaient mis une bombe dans un bordel dans lequel allaient des soldats allemands. Il y a des prostituées françaises qui se sont fait tuer. Voilà. Je suis désolé de le dire, mais c'était des femmes innocentes. Hein. Voilà. Je pense qu'elles n'avaient pas choisi leur métier. Si elles avaient pu faire autre chose, elles auraient fait autre chose. Ce sont des victimes innocentes. Dans la première émission, j'évoquais un train qui a été déraillé dans lequel il n'y a pas un seul Allemand. Donc voilà, les communistes se moquaient complètement des objectifs militaires. Ce qu'ils voulaient, c'était une révolution sociale et légale. Il y a une révolution en 1944, d'ailleurs. Les communistes, de ce point de vue-là, ont triomphé. Et ils ont commis des actes de brigandage. Et d'ailleurs, ce cher Paxton le dit lui-même. Donc vous voyez, si c'est pas beau. Que voulais-je dire ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période de la libération, ce qu'on appelle l'armée secrète, parce que les FFI étaient composés de 3 membres, de 3 organisations, l'ORA, les FTP communistes et l'armée secrète, qui était la résistance de la zone sud, qui avait 3 branches principales, qui étaient combat de Henri Freinet, un grand résistant, Libération Sud, avec Emmanuel de la Vigerie à sa tête, et les francs-tireurs qui ne sont pas les FTP. Mais je crois que c'était Monsieur Lévy qui était à la tête des francs-tireurs, je me rappelle plus de son prénom. Bref, l'armée secrète, pendant la période de la libération, a tué des FTP parce qu'ils commettaient des actes de brigandage et ils disent « Vous êtes des faux maquisards, vous nous foutez dans la merde, vous accentuez la répression, donc voilà quoi, on arrête là et puis boum 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 quoi. » Faut le savoir ça quand même, c'est très compliqué. Ah oui, il y avait donc des concurrences entre bien entendu, notamment parce qu'en plus, les gens avaient le round de 2 en tête. Parce que on s'allie pour combattre le régime de Pétain, et derrière on sait que ça ne sera pas... Voilà, ça sera... on n'est pas vraiment d'accord. On n'est pas potes, hein, voilà. De Gaulle n'était pas naïf quand même. Hein. Il y avait tous les défauts sauf celui-là. Hein. Bref. Donc tout ça pour dire qu'il y avait une résistance qui avait des objectifs militaires que Pétain non seulement ne réprimait pas mais qui l'encourageait, mais il y avait aussi une résistance qui commettait des actes terroristes, il faut le dire, je suis désolé, c'est factuel, qui elle, en revanche, eh bien, là Vichy a essayé de limiter la casse, on peut le comprendre quand même. Bon. En revanche, là il faut être très clair, que des gens se soient engagés dans la milice parce que de bonne foi ils voulaient limiter les actes de terrorisme, ok. En revanche, que d'autres personnes aient profité de la milice pour mener une action de répression globale contre la résistance, ça c'est inacceptable d'un point de vue français. Je t'ai dit tout à l'heure que la milice n'a eu des armes qu'à partir de début 1944. Pourquoi elle l'a eu ? Parce que Darnan a prêté serment à Hitler. Et ça je le dis, quand on est français, c'est une faute. C'est une faute. Quand on est français, on ne prête pas, on ne fait pas allégeance au nazisme. Qui, je le répète, on ne le répétera jamais assez, c'est pas être politiquement correct que de le dire, le nazisme est incompatible avec le christianisme et avec la civilisation française. Ces mecs-là voulaient notre peau et ils voulaient détruire la croix du Christ. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça. L'inhumanité d'ailleurs de ce régime ne tombe pas du ciel. Quel monde de l'enfer d'ailleurs, vous direz certains. À savoir. Donc Darnan, qui était un héros des guerres, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi tu as fait ça ? Tu étais un héros et un symbole. Pourquoi tu as fait ça, bon sang ? Je crois que le problème, c'est qu'il ne mesurait pas la conséquence de son acte. Et c'est un gâchis. Sachant que Darnan, quelques mois plus tôt, avait demandé à rejoindre la résistance, mais que la résistance avait mis son veto. Parce qu'on considérait qu'il était trop compromis avec Vichy. Bon. Donc la milice commence à avoir des armes en 1944. Et là, il faut le dire, hein, il y a des éléments de la milice. Autant il y avait des éléments honnêtes qui disaient, bon bah voilà, quand il y a des actes terroristes, il faut y mettre un terme. Qu'il y ait des paysans qui se fassent rançonner ou des récoltes qui se fassent brûler, c'est inacceptable, donc on va essayer de lutter contre ça. Bon, ça, à la limite, voilà. Même si je pense que la milice n'était pas le meilleur cadre. En tout cas, c'était trop ambigu. C'était trop ambigu, quoi. Quand on est patriote français, voilà. Bon, pas terrible, quand même. Hein. Autant donc, il y a d'autres éléments qui, eux, en ont profité. Et là, il faut le dire, hein, il y a des éléments honnêtes qui disaient, bon bah voilà, quand il y a des actes terroristes, il faut y mettre un terme. Qu'il y ait des paysans qui se fassent rançonner ou des récoltes qui se fassent brûler, c'était inacceptable, donc on va essayer de lutter contre ça. Bon, ça, à la limite, voilà. Même si je pense que la milice n'était pas le meilleur cadre. En tout cas, c'était trop ambigu. Autant donc, il y a d'autres éléments qui, eux, en ont profité
pour mener une action de répression contre la résistance. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, la milice était complètement hors de contrôle, c'était pour le coup vraiment décentralisé, et passez-moi l'expression, c'était un peu le bordel. Et donc il a été très dur de mettre le haut là, quoi. Tu vois. Elle faisait quoi cette milice exactement? C'est-à-dire alors, par exemple, il y a eu, j'ai plus le nom de ce maquis, il y a un maquis qui a été attaqué par des SS, et par exemple, tu vois, la milice a aidé les SS à attaquer le maquis. Par exemple aussi, pour du contraspionnage, ils aidaient pour le contraspionnage, ils ont commis des tortures, des actes de torture qui ont été commis par la milice. Il ne faut pas le nier, ça. D'accord, ils venaient suppléer la Gestapo. Voilà, ils suppléaient tout simplement la Gestapo. Même si dedans, il y avait des gens de bonne foi qui parfois pensaient faire... parce que la vérité est toujours beaucoup plus compliquée que les schémas... tu vois, quand on met un schéma global, en général, bon, c'est que voilà, ça ne correspond pas à la réalité. Bref. Que voulais-je te dire encore? Oui, j'ai oublié son nom et c'est dommage, mais le numéro 2 de la milice venait de la gauche. Donc c'est toujours intéressant de le rappeler. Et d'ailleurs, la gauche aime beaucoup Darnan, parce que parmi ce qu'on appelle les ultra-collabos, c'est un des seuls qui vient de la droite. Ils viennent tous de la gauche, les autres, quasiment. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que Darnan est entré au gouvernement début 44, mais que Pétain s'y opposait, et que Pétain n'a pas contresigné l'acte de nomination de Darlan. De même qu'il n'a pas contresigné l'acte de nomination de Philippe Henriot, qui était lui aussi, et qui faisait aussi de la propagande plus ou moins pour le Reich, plus que moi d'ailleurs. Et de même Marcel Déat, qui rentrait au gouvernement encore un peu plus tard, Pétain ne voulait pas qu'il y rentre. Ceci étant, Pétain a condamné les actes de la milice. Monsieur Walter Stücki nous l'évoque dans son livre « La fin du régime de Vichy ». Darnan lui a dit, mais au début vous m'avez dit, vous m'avez encouragé à faire une milice, mais oui, sauf que il n'avait pas signé pour ça. Il n'avait pas signé pour ça. Hein. Donc Darnan, là, il était quand même, il joue un peu les imbéciles. Hein. Bon, donc la milice est une véritable casserole. Ça, il faut pas le nier. Hein. C'est une véritable casserole. Mais autant c'est une véritable casserole, autant j'aime quand même le rappeler. Les méthodes des FTP à la Libération n'ont rien à envier à celles de la Gestapo et de la milice. Hein. Elles n'ont absolument rien à envier. Et si tu le permets, je vais te citer un petit exemple. Alors là, je cite un livre de Dominique Vénère qui est pas mal, qui s'appelle Histoire critique de la résistance, que je connaissais pas avant il y a quelques semaines, et la personne qui me l'a conseillé se reconnaîtra. Je lui fais un petit clin d'œil. Donc, que s'est-il passé notamment à la Libération? À la Libération, les communistes ont voulu liquider une classe sociale de droite. Ils ont voulu liquider les notables de droite puisqu'ils étaient dans une logique de révolution. Comme les bolcheviks en 17. Ouais, ouais. Il faut buter ces mecs-là, c'est eux ou nous. Voilà. Il y avait beaucoup de règlements de compte contre les patrons, etc. Exactement. À la Libération, enfin, à partir du débarquement, on a vu aussi beaucoup d'abbés se faire assassiner, des châtelains se faire assassiner. On a même vu certains résistants se faire assassiner, notamment le commandant Larocque, à ne pas confondre avec celui des Croix de Feu. Mais le commandant Larocque, qui était un combattant des deux guerres et qui était un membre de l'armée secrète, s'est fait assassiner par les FTP. Alors que c'était un résistant qui avait camouflé du matériel, tu vois. Mais j'aimerais quand même donc te citer cette petite anecdote. Façon de parler. Âgé de 59 ans, combattant des deux guerres, le comte Christian de Lorgeril est le président départemental de l'Action française de l'Aude. Il est également propriétaire d'un vaste domaine et d'un château historique. Sous prétexte qu'il a toujours professé des idées monarchistes, les FTP l'arrêtent le 22 août 1944. Complètement dévêtu, le malheureux est d'abord contraint de s'asseoir sur la pointe d'une baïonnette. Puis les tortionnaires lui sectionnent les espaces métacarpiens et lui broient les pieds et les mains. Là-dessus, ils lui transpercent le thorax et le dos avec une baïonnette rougie au feu. Son martyre n'est pas terminé, comme il s'est évanoui, on le ranime en l'aspergeant d'eau, avant de répandre sur ses plaies du pétrole enflammé. Il vit encore, il ne mourra que 55 jours plus tard dans des souffrances de damné. Alors bien entendu, il faut condamner toutes les exactions commises par la milice, mais les héritiers politiques des FTP n'ont aucune leçon à donner. Aucune. Puisqu'ils cautionnent strictement similaires commis par certains des FTP. Il ne faut pas mettre tous les FTP dans le même sac, attention, bien entendu. Hein. Mais
je suis désolé, le mal est le mal, et quelle que soit l'étiquette de la personne qui commet le mal reste le mal. Donc bien entendu, la milice, on aurait aimé ne jamais la voir. Elle a commis des casseroles, elle a commis des crimes, mais, enfin il n'y a pas de mais, elle a commis des crimes, voilà. Après on replace dans le contexte, c'était la milice où un peu plus de Gestapo et de SS. Mais c'est qui s'est engagé dans cette milice? C'était des citoyens? C'était quoi? C'était toutes les classes sociales. Toutes les classes Toutes les classes sociales. Alors sachant qu'en termes d'engagement pur, on estime à 15 000 le nombre de miliciens, donc c'est quand même relativement faible. Mais c'était assez hétéroclite. Et vraiment, les gens, tu sais comment est la nature humaine, hein, c'est ma copine m'a largué, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais dans la milice. Ou alors, il y en a qui pensaient lutter contre le bolchevisme. Il y a des notables, des gens riches, des patrons, qui pensaient lutter contre le bolchevisme. Il y a des gens déçus de la Légion française des combattants, qui sont allés. Il y a des gens qui se sont dit, il y en a marre de ces actes de terrorisme, commis par les FTP, ou par certains maquisards, donc on y va. La réalité est toujours complexe, hein, tu vois, il n'y a pas de schéma préconçu à poser. Voilà. Alors, je vais être très franc sur la milice. Je connais moins bien le dossier que... Je l'ai creusé moins que d'autres, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs sur la milice, hein, c'est pas méga creusé en général comme sujet. Voilà. J'espère que j'étais clair quand même. Je pense aussi. Alors, on me demande, la vision de Monsieur Abouzi est-elle proche de celle qu'a Pierre Sidos, œuvre française? Alors c'est très intéressant cette question. L'œuvre française, je ne les connais pas très bien. Je confesse, je ne saurais pas va dire quels sont leurs travaux. Mais globalement, ce que j'ai remarqué, c'est que le grand malheur de Pétain, je ne parle pas de l'œuvre française spécifiquement quand je dis ça, encore que le grand malheur de Pétain, c'est qu'il a été récupéré par des gens pour des mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que le régime de Vichy a fait de mal, entre guillemets, ou pas que entre guillemets, mais en raison des exigences allemandes, disons que Pétain a été récupéré, voilà, uniquement en raison de ces exigences allemandes qui ont été traduites dans la réalité. Alors qu'en fait, Pétain, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'armée d'Afrique, c'est le financement du réseau Hector, c'est le financement du réseau de Charles Barès, c'est le financement du réseau Alliance de Loustono Laco, c'est la reconstruction d'une armée de l'air qui combattra dans l'armée d'Afrique, c'est les accords Rougier, Halifax, etc. Donc tu vois, Pétain, limiter Pétain à la milice et compagnie, c'est complètement con. Mais il y a des gens qui l'ont récupéré pour ça. Eh bien ces gens-là, je le dis, ce sont des fossoyeurs de l'histoire, et ce sont des fossoyeurs de la mémoire française. Bon. Et le travail que je fais là de Pétain, de redécouverte du personnage Pétain, aurait dû être fait depuis longtemps. Je constate qu'il ne l'a pas été fait. Et je crois que la Ve République a ravi d'avoir face à elle des imbéciles qui tendent le bras devant le tombeau du maréchal Pétain. Oui, elle est ravie. Est-ce que c'est un non-sens C'est un non-sens, et puis surtout, ça permet de disqualifier Pétain aux yeux du peuple français. Parce que si Pétain c'est les excès de la milice, bah oui, dans ces cas-là, il faut condamner Pétain. Sachant que ceux qui veulent savoir ce que Pétain pensait de la milice, je les invite à lire notamment ce livre, La fin du régime de Vichy. Et ceux qui veulent savoir ce que Pétain pensait de tous les ultra-collabos, aussi un livre qu'il faut qu'ils lisent, c'est le Maréchal Aulien. Je crois que c'est Jean Tracou qui l'a écrit, qui est un des membres de son cabinet. Et ce qu'il faut savoir aussi, je ne l'ai pas assez dit à la première émission, c'est que les ultra-collabos de Paris, dont on nous parle souvent pour nuire à Pétain, étaient complètement indépendants de Pétain. Et même la presse parisienne passait son temps à insulter Pétain et Laval quasiment. Il faut le savoir, ça aussi. Tu vois ? La presse n'était pas aux ordres alors. Elle était aux ordres des Allemands. Ah oui. La presse parisienne, elle était aux ordres des Allemands. Elle était aux ordres des Allemands, ouais. Alors on me dit un mot sur l'épisode d'Oradour-sur-Glane. Je sais pas si tu as étudié. Alors, je connais un peu Oradour. J'y suis allé à Oradour-sur-Glane parce que c'est pas loin de mon Limousin. Parce que du côté de la mer, je suis Limousin. Sincèrement, dans les détails, je connais pas le dossier, mais en gros, c'est un village qui a été rasé par les nazis, quoi. Mais je connais pas en détail, donc j'ai pas envie de... D'accord, ouais. Bah, il y a Vincent Renoir mais qui va en parler. Ceci étant, Pétain s'est adressé à Hitler pour Oradour-sur-Glane et il lui a dit que c'était une abomination.
Et d'ailleurs aussi anecdote, Hitler a été victime d'un attentat, je crois, le 20 juillet 1944. Et Walter Stücki, dans son régime de Vichy, raconte que quand Pétain a entendu ça, et quand il a appris que Hitler en avait réchappé, il a dit quel dommage. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote comme ça. Alors, on me dit, confirmez-vous que Pétain, qui avait 87 ans en 1939, a refusé plusieurs fois de prendre le pouvoir dès 1939? Non, ça c'est... non. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Pétain, à partir de la fin des années 30, sent qu'on va faire appel à lui. Déjà, il avait été appelé au pouvoir en 1934, dans un gouvernement d'union nationale tenu par Doumergue, le président du Conseil Doumergue. Il voulait à l'époque être ministre de l'Éducation nationale, mais on lui a laissé la guerre, je crois, et puis il est resté quelques mois au gouvernement, puis après il est parti. En 1938, il commence à... Jean-Raymond Tournou nous en parle bien dans son livre Pétain et De Gaulle, là, que j'ai là. Il y a des déclarations de lui qui laissent supposer qu'il commence à comprendre que très probablement on essaiera de le mettre au pouvoir. Daladier le sollicite au début de la guerre. Oui, et Pétain refuse. Il refuse au début, parce qu'il est ambassadeur en Espagne. Il refuse, parce qu'en plus il est vieux, donc il se dit, bon voilà quoi, je vais pas avoir la patate pour assurer le job. Et donc il refuse, et il n'acceptera d'aller au gouvernement que lorsque Reynaud le lui demandera, suite à la fameuse percée des Ardennes, qui est catastrophique pour la France. Ça, c'est parmi les jours les plus terribles de l'histoire de France, la percée des Ardennes. Moi je m'en suis pas remis encore. Ça me fait mal au cœur à chaque fois que je lis ça. Mais pour soutenir le gouvernement via son prestige moral, Pétain accepte d'entrer au gouvernement. C'est pour ça que ce qui est marrant, c'est ça c'est la thèse d'Henri Guillemin qui nous dit ça fait des années qu'il voulait aller au pouvoir. Non mais attendez, faut que M. Guillemin, avec toute l'estime que j'ai pour vous, je vous le dis à titre posthume, c'est Reynaud qui l'a dit de venir. Si Reynaud lui avait pas dit de venir, il n'aurait pas été en position de prendre le pouvoir le 17 juin 40. Hein. Il n'était pas au gouvernement. Donc je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est simple, on vient le chercher quoi. On est venu le chercher. On est venu le chercher. De même que Reynaud est venu chercher Végan. Voilà, d'ailleurs, alors on dit Monsieur Abouzi et Monsieur Guillemin semblent partager la même vision à l'égard du projet politique de Pétain. Alors, je sais plus ce que dit Guillemin sur le projet politique de Pétain. C'est intéressant, parce que je compte un jour faire un article où je reprends toutes les conneries que raconte Guillemin sur l'affaire Pétain. Henri Guillemin, ça nous permet de faire une mise au point sur Guillemin. Ça fait partie de ces gens dont je dis qu'ils peuvent être des points de départ, mais ils ne doivent pas être des points d'arrivée. Tu vois ? Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais moi je suis arrivé à l'histoire par Guillemin », et c'est vrai que Guillemin est quelqu'un d'entraînant, qu'il est très cultivé, ses conférences qu'il avait faites pour les chaînes suisses TSR sont passionnantes. C'est un orateur remarquable. Moi justement, ce qui est très intéressant, c'est que Guillemin, j'ai découvert grâce à la question Pétain. Parce que j'ai un pote qui était juif d'ailleurs, tu vois, et j'avais commencé à te taquiner sur Pétain, je lui ai dit attends, moi je commence à lire des trucs là, c'est pas aussi simple. Il me dit non mais attends, tu peux pas dire ça, moi je vais t'envoyer les conférences de Guillemin et tout ça. Un peu plus tard j'ai réussi à le convertir un petit peu à mes idées. Mais à l'époque c'est lui qui m'a fait découvrir Guillemin comme ça, c'était en 2010. Et donc Guillemin, c'est vrai qu'il est entraînant comme mec, il fait beaucoup de citations, c'est très agréable, très bon orateur, voilà. Après, il a un logiciel complètement tordu idéologiquement parlant, c'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on appelle un chrétien de gauche. Moi, les chrétiens de gauche, je les appelle les crétins de gauche, tu vois. C'est-à-dire que chrétien de gauche, c'est un oxymore, quoi. On peut pas être chrétien de gauche, c'est pas possible. On peut pas être français et de gauche, et on peut pas être chrétien et de gauche. Voilà. Ça mériterait une autre émission. Ah ouais. C'est incompatible. Mais donc, Guillemin a fait cette émission sur Pétain. Ces émissions sur Pétain, il raconte beaucoup de bêtises. Sa thèse principale, c'est que, en gros, Pétain jouait la défaite pour imposer ses idées. Non mais attends, réveille-toi, hein. N'importe quoi. Mais en fait, Guillemin avait une dent contre Pétain, parce que je crois que c'est son beau-frère qui s'est fait assassiner par la milice. Et donc, voilà, il y avait des raisons personnelles à ça. Donc Guillemin peut-être un point de départ, mais il ne doit pas être un point d'arrivée parce que son logiciel intellectuel est mauvais. Donc c'est très bien qu'il ait permis à des gens de s'intéresser à l'histoire, et je vous remercie. En revanche, ces gens qui se sont intéressés, je vous dis, ça a été une étape intellectuelle pour vous, je vous invite à aller à une étape supérieure, à passer à l'étape supérieure. Voilà. Et il y a une autre personne aussi qui traite souvent de
on va dire, à cette époque, c'est Annie Lacroix-Riz, avec le choix de la défaite. Alors ça, je l'ai pas lu. Tu l'appelles? Je l'ai pas lu. Par contre, j'ai vu une conférence d'Annie Lacroix-Riz dans laquelle elle dit la preuve que la résistance, en gros, c'était que les communistes, c'est que à la fin de la guerre, on a mis le CNR qui était issu d'idées communistes. Alors de deux choses l'une. Premièrement, le CNR a repris des idées qui étaient déjà dans Vichy. Le SMIC, c'est Vichy qui l'a fait. Oui. Les assurances, la Sécu, il y avait déjà, voilà. ça existait plus ou moins déjà parce que Laval avait fait les assurances sociales. Le droit du travail, il me semble aussi, c'est ça, le code du travail, non, c'est pas ça? Non. C'est quoi alors? Non, Laval a fait les assurances sociales. Les assurances sociales. C'est l'ancêtre de la Sécu, on va dire. D'accord. Mais je connais pas en détail, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Ensuite, Vichy, on n'a pas parlé de la charte du travail de Vichy, on aurait dû, parce qu'en fait Vichy voulait un système corporatiste qui ne soit ni capitaliste ni communiste. Et en fait, les bonnes choses de l'État-providence étaient mises en place, plus ou moins par Vichy, notamment l'aide des enfants handicapés, le SMIC, enfin voilà, etc. De Gaulle d'ailleurs lui-même disait qu'il y avait des bonnes choses dans Vichy. Ce cher Robert Arend lui dit d'ailleurs que De Gaulle, c'était lui qui devait faire la révolution nationale normalement, compte tenu de son logiciel intellectuel. Bref. Oui, donc Annie Lacroix dans cette conférence nous dit mais la preuve donc que la résistance c'est que des communistes, c'est que le CNR est marqué par l'empreinte du communisme. Non, avec tout le respect que j'ai pour vous, chère madame, il faut être sérieux. Il y a l'empreinte du communisme parce que De Gaulle a dit c'est vous. Voilà. Et parce qu'il a dit qu'en gros il fallait rayer de l'histoire les 4 années de Vichy, qu'il ne fallait pas renouer avec l'héritage spirituel de la France comme le voulait faire Pétain. C'est un choix de De Gaulle. Et aussi, je me permets de le dire, c'est que l'ORA, l'Organisation de la Résistance Armée, avait des objectifs militaires. Ils ne faisaient pas de politique, contrairement aux communistes, qui, eux, pour eux, devrais-je dire, les questions militaires étaient subsidiaires. Ce qui comptait avant toute chose, c'était la révolution sociale. On ne peut pas être de gauche et français, ça, il faut le comprendre. La gauche est l'anti-France. Je me répète. Mais il faut que ça rentre. La République de Lumière est une chose, la France en est une autre. Ça sera le sujet d'une prochaine conférence, je ne vais pas développer ici, donc ceux qui sont intéressés par le sujet, je les renverrai à ma future conf. Donc voilà, donc Madame Lacroix-Riz, avec toute l'estime que j'ai pour votre travail, que je connais encore superficiellement aujourd'hui, mais j'ai eu certaines conférences assez intéressantes quand même. Et puis elle va aux sources, elle va aux archives, et ça c'est très intéressant. Mais nous faire croire que toute la résistance était coco parce que le CNR est marqué par les idées communistes, non, ça c'est du foutage de gueule. Et je pense qu'elle n'y croit pas elle-même. Elle est un peu pétrie d'idéologie, tu vois. Ouais. Sachant que moi, j'aime pas les bourgeois. Je crois que les bourgeois de gauche, c'est la pire des races, quoi. Ça, c'est vraiment. J'emploie des mots mais un peu violents, je m'en excuse. Mais les gens qui, par complexe de classe, pensent se rapprocher du peuple en ayant des idées de gauche, communistes et compagnie, ça m'insupporte, quoi. Ça, c'est vraiment. Ça me gonfle, c'est d'une tartufferie totale parce que derrière ils sont blindés. Moi je me rappelle quand j'étais à la fac, tous les mecs des syndicats étudiants, ils venaient tous des quartiers bourgeois. C'était insupportable, quoi. Insupportable. Vraiment, j'aime pas ces gens-là, quoi. Alors on va faire une petite pause et après justement on va répondre encore aux questions parce qu'il y en a. Oula, il y en a encore plein, donc je sélectionnerai, de toute façon on en sélectionnera quelques-unes parce qu'on ne pourra pas répondre à tout, il y en a trop. Et puis, je suis trop bavard. Ouais, non, parce qu'il y a des dizaines de questions, mais on va sélectionner les plus pertinentes. Vous avez qu'à voter pour les questions, comme ça on prendra les questions qui ont le plus de votes. Voilà. Donc la régie elle est prête, j'imagine. Voilà, comme d'hab. Bon on fait la petite pause et on revient juste après. À vous la régie. Voilà, donc de retour toujours sur la Libre Antenne saison 2 avec Adrien Abosi. On a pas mal de questions, on a dit qu'on allait répondre justement aux questions des métanautes. Alors il y en a une, déjà on me dit, est-ce que tu fais une distinction entre De Gaulle président et De Gaulle pendant la guerre? C'est une très bonne question. De Gaulle, donc pendant la guerre, était un civil déguisé en militaire, entre guillemets, qui cherchait à prendre le pouvoir et à devenir le futur président de la 4ème République. Il n'y arrivera pas parce que les communistes ont bien manœuvré, et la gauche socialiste aussi d'ailleurs. Et donc, comme on le sait, il va démissionner en janvier 46, et il ne reviendra au pouvoir qu'en 48. 58, autant pour moi. Sachant qu'il y avait un petit deal tacite avec les anglo-saxons, qui en gros, tu te rallies à l'idée d'Europe fédérale. Kerel s'en parle très bien, et puis il y a aussi un autre auteur qui en parle très bien,
c'est Kenneth Pindar dans Le dilemme franco-américain, c'est un livre que j'avais ramené lors de la première émission. Et ça casse un peu le mythe déjà de Gaulle contre l'Union européenne. Mais De Gaulle a validé le traité de Rome. Quoi qu'on en dise, il y a un acte juridique qui s'appelle la dénonciation d'une convention collective, d'un traité. On peut dénoncer le traité, c'est-à-dire on est lié à ce traité mais on le dénonce. Et son délit. De Gaulle n'a pas dénoncé l'Union européenne. Il a voulu l'aménager, c'est vrai. Il a voulu... La franciser peut-être, faire une... On ne peut pas franciser... de la même manière que ce que j'appelle la République des Lumières et l'anti-France, l'Union européenne et l'anti-Europe. Ça repose sur le même principe d'abolition du passé. Donc on ne pouvait pas européaniser ou franciser l'Union européenne. Si on veut faire l'Europe, ça se fera dans un cadre complètement différent de l'Union européenne actuelle. Il a voulu que la France ait une plus grande part de gâteau. Voilà. Un peu comme Poutine aujourd'hui, pour la Russie, fondamentalement ne remet pas en cause les fondements du mondialisme, mais il emmerde l'oligarchie anglo-américaine parce qu'il veut une plus grande part de gâteau que celle qui est actuellement celle de la Russie. De Gaulle de 48 a pu faire des choses bonnes. Quand il dit vive le Québec libre, moi personnellement ça me fait marrer. Là pour le coup, il a tapé juste. Quand il demande à ce que l'or soit ramené, c'est très bien. La bombe atomique, ce qui est important, c'est pas tant qu'on ait la bombe atomique, c'est que on l'ait de façon indépendante. Parce que les Anglais ont la bombe atomique, mais ils n'ont pas de système indépendant des États-Unis. Donc voilà, De Gaulle, il y a des choses à mettre à son crédit, bien entendu. Mais le problème de fond reste le même. C'est-à-dire qu'il n'a pas aboli les mauvais principes qu'il a rétablis en 1944. Et De Gaulle a pactisé avec la République des Lumières, il est devenu le garde-fou ultime de la République des Lumières, y compris en 1958 d'ailleurs, pour prendre le pouvoir. Et il s'est dit, je pense qu'il se l'est dit à moitié de bonne foi et à moitié mensonge, tu vois ce que je veux dire ? Il s'est dit, je sais que ces principes sont mauvais. De Gaulle a une éducation catholique traditionnaliste. Il le sentait ça, il le savait mieux que quiconque. Mais je déjouerai cela et j'arriverai à mettre en place un régime qui conjurera ces mauvais principes de base. Je pense qu'il a raisonné comme ça. Il s'est dit, par mon intelligence, parce que De Gaulle était un être exceptionnel, il avait des qualités exceptionnelles, faut pas le nier. Il s'est dit, je vais réussir à conjurer ce problème de base, mais sans annihiler, sans me débarrasser de ces principes pourris. On voit le résultat. Ceux qui ne voient pas le résultat, moi j'ai toujours prenez les transports en commun en Ile-de-France, quoi. On y voit très bien le résultat. Pardon, je sclude un petit peu. Donc De Gaulle a échoué. Donc le De Gaulle président, hélas, s'est fait, malgré lui, un porte-flambeau de l'anti-France, des Lumières. Je pense qu'il était torturé intérieurement. Et sa chute en 68, c'est quoi? C'est le résultat? C'est quoi? C'est intéressant. Ça. Mais De Gaulle, quand il a été au pouvoir, a essayé de lutter contre les conséquences de causes qu'il a rétablies. Mai 68 est l'enfant de 1944. Si les gauchistes et la gauche a autant d'influence dans la superstructure française, c'est parce qu'à la Libération, ils ont pris les places. À la Révolution de 1944, devrais-je dire plutôt. Parce qu'il y a deux mouvements qui se sont superposés. Il y a la libération du territoire et la Révolution de 1944. À la Révolution de 1944, la gauche a pris le pouvoir en France. S'il n'y avait pas eu de gauchistes dans les universités, ils ne se seraient pas fait emmerder. Ça, on l'oublie toujours. 1968 est la fille légitime, si je puis dire, de 1944. Je rappelle toujours cette filiation, 1789, 1944, 1968. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc, 68, alors, est-ce qu'il y avait une puissance étrangère derrière 68 ? Sincèrement, j'ai pas creusé le dossier. Dit comme ça, à mon avis, à la base, non. Mais peut-être qu'après, il y a des puissances étrangères qui se sont dit, tiens, on va voir ce qu'on peut faire là, ça peut être intéressant. C'est pas impossible. Hein. Oui, j'ai déjà entendu cette thèse d'opération colorée contre De Gaulle. C'est pas impossible. C'est comme les révolutions arabes. C'est-à-dire que concrètement, il y a un truc qui pète, et puis il y a des puissances étrangères qui se disent, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ça là ?
Et puis après, on essaie de pousser ses pions dans un sens ou dans l'autre. C'est possible. Mais je n'ai pas d'informations là-dessus. D'ailleurs, je crois que De Gaulle, à l'époque, pensait que c'était la Chine qui finançait ça. J'avais entendu ça, j'ai plus la source en tête, mais il croyait que c'est la Chine. Certains diront peut-être les États-Unis, il y en a qui disent Israël, parce qu'ils n'avaient pas aimé que De Gaulle parle du peuple, je sais pas quoi, sachant qu'il faut voir la phrase jusqu'au bout, et à la fin, De Gaulle se prononce pour l'intégrité et la sécurité d'Israël. Il faut le savoir, ça, il faut la lire jusqu'au bout la phrase. Où il dit que la 5ème République défendra Israël contre des agressions légitimes. Enfin, Anis Al-Faïda en parle mieux que moi. Je renvoie les personnes qui nous écoutent à son livre. Que disais-je Oui, mai 68. Donc oui, je pense qu'à la base, il y a un profond malaise dans la société française. On se rappelle cet article je crois qu'il s'appelait Monsieur Vincent Pontet, le journaliste, de mars 68, La France s'ennuie. Effectivement, on est dans une France complètement matérialiste, qui n'a pas de vision, qui n'a pas d'horizon, qui n'a pas de raison d'être, puisque sans la croix du Christ, la vie purement matérielle, quel est le sens de la vie? Eh bien, la réponse donnée par le 68 c'est la jouissance. L'illusion de la jouissance va remplacer la quête de justification. Voilà. De Gaulle le savait, tout ça, je pense qu'il a parfaitement palpé, et je crois qu'il n'a jamais été dupe sur ce qu'il avait fait. Il n'a jamais été dupe. Et donc De Gaulle a été châtié par là où il a péché par la lumière, il a été châtié par la lumière. Sachant qu'en 69, De Gaulle se fait dégager, parce que notamment il se fait trahir par Pompidou et Giscard. Et il y a un ministre, un gaulliste de gauche qui s'appelle Louis Vallon, qui a écrit un livre là-dessus qui s'appelle L'Anti-de Gaulle, dans lequel il évoque comment Pompidou et Giscard lui ont savonné la planche. Et là, pour être intellectuellement honnête, le projet de Gaulle de participation était une très bonne chose. Le projet qui a été refusé par les communistes d'ailleurs. Ça je sais pas qu'il était refusé par les communistes. Ouais, il semble qu'ils avaient appelé à voter non au référendum. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Mais le référendum ne portait pas à proprement parler sur la participation. D'accord. Il portait sur la réforme du Sénat et la réforme des régions. Mais De Gaulle voulait renforcer sa légitimité pour faire derrière son projet de participation qui est parfaitement compatible, même qui est dans l'esprit du corporatisme que voulait revigorer ce cher Pétain. Bon.